Assassinat du docteur Dessau pour avoir vu et dit que l'enfant qu'il soigna au Temple en mai 1795 n'était pas Louis XVII. 2 enfants furent substitués à Louis XVII au Temple alors que celui-ci fut caché dans les combles de la Petite Tour, un début novembre 1794, muet, dénommé Tardif et un deuxième, dénommé Gonod, sorti de la salle Saint-Louis de l'Hôtel-Dieu, scrofuleux mais non muet, qui vint remplacer le précédent enfant muet, au milieu de mars 1795. Gonod était donc censé être Louis XVI. Cet enfant tomba encore plus malade, il l'était déjà en rentrant au Temple, en mai 1795 et ses gardiens, Gomin et Lannes, alertèrent le comité de sûreté générale qui désigna, par arrêt, du 6 mai 1795, 17 Floréal, en 3, le docteur Pierre-Joseph Dessau, comme médecin devant le soigner. Le docteur Dessau avait déjà soigné à Versailles le premier dauphin, Louis-Joseph, décédé le 4 juin 1789 puis aux Tuileries le dauphin, en août 1794, après la chute de Robespierre et la nomination de Barras comme responsable de l'enfant royal, il fut appelé pour visiter ce dernier au Temple. Nous savons que Barras prit soin immédiatement du jeune roi et donc de sa santé. La visite du docteur Dessau était toute naturelle. Par conséquent, notons ceci, le médecin connaissait très bien Louis XVII, précédemment rencontré à Versailles quand il soigna son frère aîné, puis aux Tuileries et enfin au Temple. Il visita donc l'enfant malade, substitué à Louis XVII, le 7 mai 1795 et dit à sa femme, en rentrant chez lui, « Ils ont changé l'enfant », témoignage d'Agathe Calmet, sa nièce. Il soigna, en bon médecin, Gonod, en s'adjoignant les services des docteurs Chopard, Doublet et Abbayer. Le 30 mai 1795 eut lieu la dernière visite du docteur Dessau à l'enfant malade. Le lendemain, le 31 mai 1795 au soir, il se rendit au comité de sûreté générale et fit un rapport dans lequel il précisait que Louis XVII avait été substitué par l'enfant qu'il venait de soigner et qui avait été empoisonné. Le docteur Dessau empoisonné. Les membres du comité firent semblant de bien accueillir sa démarche et l'invitèrent à souper. À la suite de ce repas il fut pris de convulsions chez lui et mourut dans la nuit du 31 mai au 1er juin 1795. Le fameux rapport, numéroté 263, en date du 31 mai 1795, rendu par le docteur Dessau, disparut immédiatement. Alors, comment sait-on qu'il a existé et quel numéro lui fut attribué? Tout simplement par la table décennale du Moniteur, allant de 1789 à l'an 8, 1800, le rapport devait figurer au numéro 263, or il était absent. Une main prévenue et habile l'avait subtilisé. Pour éviter d'éveiller des soupçons quant à ce décès subi, le conventionnel Seveste fit dater le décès du docteur Dessau du 4 juin 1795 et non du 1 er. Il prit la parole à la Convention, « Citoyens, depuis quelque temps déjà le jeune Capet souffrait d'une enflure au genou droit et d'une autre au poignet gauche. Le docteur Dessau, médecin réputé, fut désigné pour le soigner et suivre son traitement. Le 4 du mois courant, Dessau mourut. À 14h45, nous apprîmes la mort du jeune Capet. Le comité de sûreté générale m'a demandé de porter cette nouvelle à votre attention. Tous ces faits ont été dûment notés. Voici les documents qui seront conservés dans les archives. Le Moniteur 21 Prairial en 3. En fait de documents, Seveste n'avait rien, il remuait des papiers trompeurs. Les docteurs Chopard et Doublet subirent quelques jours après le même sort que le docteur Dessau, le docteur Doublet, le 5 juin 1795 et le docteur Chopard le 9 juin 1795. Voyant cela le docteur Abbayer fuit en Amérique. Il laissa un témoignage. The American Bee rapporta ses propos, « J'ai quitté la France car je ne voulais pas mourir comme mes confrères Dessau, Chopard et Doublet. » Nous avons connaissance de cet assassinat grâce notamment, car il eut d'autres témoignages, Bichat, élève du docteur Dessau, le docteur Valentin, etc., à la famille du docteur Dessau. En effet, voici la déposition signée sous serment, faite par Agathe Calmet, veuve Touvenin, nièce par alliance du docteur Dessau, je sous-signé, Agathe Calmet, veuve de Pierre-Alexis Touvenin, déclare que, du vivant de monsieur Touvenin, mon mari, neveu de monsieur le docteur Dessau, ma tante, m'a raconté que son mari le docteur Dessau fut appelé pour visiter l'enfant Capet. Lorsque le docteur fit sa visite au malade, qui était au Temple, on lui présenta un enfant qu'il ne reconnut pas pour être le dauphin Louis XVII, qu'il avait vu quelquefois avant son arrestation de la famille royale aux Tuileries. Après avoir fait quelques recherches pour tâcher de découvrir ce que pouvait être devenu le fils de Louis XVI, un dîner lui fut offert par les conventionnels. En rentrant chez lui, il fut pris de violents vomissements, à la suite desquels il cessa de vivre, ce qui laissa croire qu'il avait été empoisonné.
Une triste anecdote qui nous a été rapportée par Gérard de Crouzol comme la femme du docteur Dessau criait haut et fort que son mari avait été empoisonné pour avoir dit que l'enfant du temple, qu'il avait examiné, n'était pas le dauphin. La Convention, par un décret du 1er Messidor en 19 juin 1795, lui accordait une rente de 2000 livres en tant que veuve, alors que d'habitude les veuves ne touchaient que 1500 livres. Ceci eut lieu, 18 jours après l'assassinat de son mari. Un petit coup de pouce pour lui éviter de crier trop fort. Précisons qu'un revenu annuel de 2000 livres équivaut à 20 662 de nos euros, soit 1721 € par mois. Par ailleurs, on apprit qu'en 1817, une note de police fut adressée au ministre de Louis XVIII, le comte de Cazes, précisant qu'un des neveux, sans doute le jeune Touvenin, du docteur Dessau colportait le fait que son oncle avait déposé aux archives de l'école de médecine un rapport spécifiant que l'enfant qu'il avait soigné en mai 1795 au Temple n'était pas le dauphin. De plus, le docteur Estier, résidant à Londres et ami du docteur Abéillé, laissa aussi un témoignage officiel. Je sous-signais, déclare que j'ai fait, en 1830, la connaissance du docteur Abéillé, ancien élevé du docteur Dessau, que le dit docteur Abéillé m'a assuré plusieurs fois que le dauphin n'était pas mort au Temple, mais qu'on lui avait substitué un autre enfant, que cet enfant ayant été empoisonné, on fit venir pour le soigner le docteur Dessau qui, ne reconnaissant pas dans cet enfant le duc de Normandie, eut l'imprudence de communiquer ses soupçons à un de ses amis. Le lendemain même de cette communication, le docteur Dessau est mort empoisonné. Le docteur Abéillé, craignant pour ses propres jours, a quitté la France sur le champ pour aller habiter les États-Unis. L'abeille américaine, la revue The American Bee, mentionne cette déclaration dans un article publié en 1817. Monsieur Hanson la certifie également. Enfin, Jacques Boyau, ancien valet de pied de Louis XVIII, fit également une déposition. Je suis prêt à déposer en justice et sous la foi du serment le fait que voici, Monsieur Dessau était mon ami et le médecin de ma femme. J'ai su, à n'en pouvoir douter, par Monsieur Dessau, que le fils de Louis XVI avait été sauvé au Temple. Madame Dessau ne m'a point caché non plus que son mari était mort empoisonné, que cet empoisonnement suivit de près la déclaration que fit Dessau au comité de sûreté générale du changement qui s'était opéré dans le prisonnier confié à ses soins. Une autopsie incertaine du corps de l'enfant du Temple substitué à Louis XVII. Après la mort de Gonod Léninger, l'enfant du Temple, le 8 juin 1795 à 14h45, il fallut faire procéder à l'autopsie du corps. Le procès-verbal de cette dernière a été publié dans le Moniteur du 26 prairial en 14 juin 1795. Elle eut lieu le lendemain du décès, le 9 juin 1795, à 11h du matin. Le comité de sûreté générale manda à cette fin les docteurs Pelletan, Dumongin, Delassus et Jean Roy. Le commissaire du jour, Damon, était présent selon la règle. Les médecins demandèrent, selon l'usage à celui-ci, cet enfant est-il le fils de Louis Capet? Damon répondit par l'affirmative, il n'avait jamais vu Louis XVII n'ayant affaire qu'avec l'enfant substitué, il croyait sincèrement qu'il s'agissait du jeune roi. Après l'autopsie, les médecins rédigèrent le procès-verbal dont voici un extrait très éloquent. Parvenu au 2e étage, dans un appartement, dans la seconde pièce duquel nous avons trouvé dans un lit le corps mort d'un enfant qui nous a paru âgé d'environ 10 ans, que les commissaires nous ont dit être celui du fils de défunt Louis Capet, et que 2 d'entre nous ont reconnu pour être l'enfant auquel il donnait des soins depuis quelques jours. Les médecins dirent, point ont reconnu l'enfant auquel il donnait des soins depuis quelques jours, et non pas Louis XVII, ou bien le jeune roi. Si le procès-verbal fut signé par les 4 médecins, 2 d'entre eux reconnurent qu'il s'agissait de l'enfant qu'ils avaient soigné ces derniers jours, Pelletan et Dumongin. Pelletan visita l'enfant les 6,7,8 et 9 juin et Dumongin seulement les 7 et 8 juin. Ces 2 médecins n'avaient jamais vu Louis XVII et étaient persuadés avoir affaire à ce dernier. Les docteurs Delassus et Jean Roy n'avaient effectivement pas participé aux soins. Mais tous 2 avaient connu le jeune roi, chacun avait des liens avec la famille royale, Delassus, médecin de Louis XVI, avec Mesdames de France et Jean Roy avec la maison de Lorraine. Ce dernier confia plus tard à Madame Morel de Saint-Didier, qu'outre les yeux noirs et la taille du corps de l'enfant, il n'y trouva point sur la cuisse gauche, la marque du Saint-Esprit, cet entrelacement de vénule qui avait la forme de la colombe sacrée. D'ailleurs, il fut assassiné sous la Restauration. La signature de Delassus et Jean Roy ne signifie pas reconnaissance du corps de Louis XVII dans le cadavre autopsié mais qu'il y eut bien autopsie. Ils virent bien que l'enfant mort était un substitué et se turent. Ils cautionnèrent aussi le diagnostic mensonger de Pelletan, décès par tuberculose et non par empoisonnement, il en allait de leur vie. Le docteur Pelletan,
en autopsiant le corps du défunt, prit le cœur, l'enveloppa dans un linge et le garda, pensant qu'il s'agissait des restes de Louis XVII. Damon, présent à l'autopsie et croyant de même, en profita pour prendre une mèche de cheveux. Pelletan proposa, en 1814, à Louis XVIII de lui offrir ce cœur, le roi refusa. Source. Écart Mémoires historiques sur Louis XVII Paris 1817 page 282. Il essaiera vainement ensuite de le faire accepter à la duchesse d'Angoulême, comme étant celui de son frère. On trouve dans les Archives nationales, Archives nationales BB 30 à 964 première liasse, une pièce signée du docteur Pelletan qui avait noté. Précis des démarches infructueuses que je n'ai cessé de faire pour obtenir de déposer convenablement les objets précieux que je possède. Un autre témoignage nous vient d'un contemporain, député au Conseil des 500 sous le Directoire, bien au fait de ce qui se passait. Je fus donc peu étonné lorsque le chirurgien Pelletan me raconta à son tour qu'ayant voulu faire, après 1814, l'hommage à la famille royale du cœur de Louis XVII, qu'il avait extrait du corps en faisant l'ouverture et soigneusement conservé dans de l'esprit de vin, elle avait refusé ce cadeau cher et douloureux avec une persistance singulière dont elle ne se départit pas, source Jean-Pierre Fabre de l'Aude. Histoire secrète du Directoire. Chez Ménard Librairie Place de la Sorbonne Paris 1832 volume 1 page 188. Damon voulut aussi remettre à la sœur de Louis XVII les cheveux qu'il avait pris, ses démarches furent vaines et à ce sujet le duc de Gramont, capitaine des gardes de la duchesse, lui dit, ce ne sont point là les cheveux du dauphin, source Archives nationales BB 30 à 964, pages 58 et 91 et F.7 6808. Soulevons ici un mystère, si Pelletan crut, lors des visites à l'enfant du Temple en juin 1795 et au cours de l'autopsie du corps de celui-ci, qu'il s'agissait de Louis XVII, il dut apprendre, par la suite la substitution car, 8 ans après ces événements, en 1808, son fils, qu'il avait dû informer, révéla à un de ses condisciples de l'école de médecine, dénommé Navaille, les confidences de son père. Ceci parvint aux oreilles de Napoléon qui ordonna, le 20 septembre 1808, l'arrestation de Navaille. Source. Archives nationales F7-3129. Pourquoi alors s'acharna-t-il, en 1814 ? Comme nous venons de le constater en citant ses démarches auprès de la famille royale à livrer, le cœur, de l'autopsier, sachant que cet organe n'était pas celui du jeune roi. Pour ne pas éveiller des soupçons et conforter la légende du décès de Louis XVII au Temple ? Pour tirer un profit pécuniaire ou faciliter la carrière à son fils ? Ces motifs ne s'excluent pas l'un l'autre. Nous ne le saurons jamais. Nous ne pouvons que noter l'incohérence de son comportement.